$83. C'est le prix que votre courtier affiche pour une once d'argent métal. Maintenant, ouvrez une fenêtre sur le marché de Shanghai. Le même métal, la même once d'argent pur, $95. Un écart de $12 entre deux places financières censées fonctionner en parallèle. Ce n'est pas une anomalie de marché. Ce n'est pas un bug algorithmique. C'est le signal le plus clair que les marchés envoient depuis des décennies. Et la plupart des investisseurs en Europe et en Amérique ne le voient pas. Pas parce que l'information est cachée, parce qu'ils regardent le mauvais écran. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui va changer votre lecture de l'argent métal pour longtemps. Nous allons parler des inventaires qui s'effondrent, des livraisons institutionnelles qui explosent, d'une prime à Shanghai qui résiste à toutes les pressions, et d'un acteur de marché dont le nom commence à circuler dans les cercles financiers sérieux. Les données complètes sur ces dynamiques, les chiffres hebdomadaires du COMEX de Shanghai et les flux institutionnels sont documentés dans la recherche financière. C'est dans la description. Commençons par les fondamentaux. Mais il y a quelque chose que la majorité des analyses ne disent pas. Ce que la prime de Shanghai révèle, ce n'est pas seulement une tension sur les stocks, c'est une fracture entre deux conceptions de ce qu'est l'argent métal. Pour les marchés papier occidentaux, l'argent est un actif financier, un instrument de trading, un indice de volatilité. Pour les acheteurs industriels chinois, l'argent est une matière première physique dont leur chaîne de production dépend. Ils ne peuvent pas se permettre de ne pas en avoir. Les panneaux solaires nécessitent de l'argent. Pas une promesse d'argent, pas un contrat à terme réglé en espèces. De l'argent physique. 100 à 125 mg par panneau solaire, multiplié par les centaines de gigawatts de capacité solaire que la Chine installe chaque année. Les équipements électroniques nécessitent de l'argent. Les véhicules électriques nécessitent de l'argent. La 5G nécessite de l'argent. Et toutes ces industries ont une chose en commun. Elles ne peuvent pas fonctionner avec un contrat papier. Elles ont besoin du métal. C'est pourquoi la prime persiste. C'est pourquoi les inventaires de Shanghai baissent, même quand le prix papier corrige. L'industrie ne vend pas quand le prix baisse. Elle achète parce qu'elle a besoin du métal pour fonctionner. L'argent métal produit chaque année dans le monde représente environ 830 millions d'onces. La demande industrielle, panneaux solaires, électroniques, véhicules électriques, équipements médicaux, dépasse 1,2 milliard d'onces par an. La différence doit être comblée par les stocks existants, chaque année. Ce déficit structurel dure depuis plusieurs années consécutives, selon les données du Silver Institute. Ce n'est pas une prévision. C'est un fait documenté. Mais ce déficit chronique n'explique qu'une partie de ce que nous observons aujourd'hui. L'autre partie se passe dans les entrepôts. Les entrepôts du COMEX à New York sont la colonne vertébrale du marché papier de l'argent mondial. En 2020, les stocks enregistrés du COMEX représentaient plus de 300 millions d'onces. Aujourd'hui, ces mêmes stocks sont tombés autour de 100 millions d'onces. Une chute de plus de 70% en 5 ans. Pendant ce temps, les contrats en circulation sur ce même marché représentaient plusieurs centaines de millions d'onces d'obligations papier. Plusieurs fois la quantité de métal physique disponible à la livraison. Le ratio de levier continue de se détériorer. Et ce que révèlent les données les plus récentes, c'est que des millions d'onces quittent les entrepôts enregistrés chaque semaine. Voilà le cadre général. La structure de fond. Dans la recherche financière, j'ai documenté les données actualisées semaine après semaine, les flux de livraison, les chiffres précis du COMEX enregistrés et les tendances qui en découlent. Ce n'est pas du contenu que je peux mettre dans une vidéo qui restera en ligne pendant des mois, parce que ces chiffres changent chaque semaine. C'est dans la description, pour ceux qui veulent suivre l'évolution en temps réel. Mais il y a un élément que je dois vous montrer maintenant, parce qu'il confirme tout le reste. Les données de livraison physique du COMEX pour les premiers mois de 2026 ont atteint des niveaux sans précédent. Des institutions financières de premier rang, Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan, ont pris livraison de dizaines de millions d'onces via le mécanisme formel de la bourse. Ce ne sont pas des particuliers qui achètent des pièces en ligne, ce sont des acteurs institutionnels qui passent par le processus officiel pour retirer du métal physique de l'échange. En janvier 2026, un mois normalement calme, les livraisons ont atteint des niveaux équivalents à ceux de mois historiquement actifs. En février, la proportion de contrats réclamant livraison physique a atteint des ratios très largement supérieurs aux normes historiques de 5 à 20%. Quand les institutions estiment que le métal physique vaut davantage que ce que le marché papier reconnaît aujourd'hui, elles le retirent des entrepôts. Ce mouvement institutionnel massif dit quelque chose de simple. Les grandes mains ne font pas confiance au marché papier pour protéger leur capital. Vous avez compris la logique des livraisons et des inventaires. Les données actualisées, les flux hebdomadaires précis et ce qu'ils signifient pour les prochaines semaines se trouvent dans la recherche financière.
Si vous voulez suivre l'évolution, c'est dans la description. Maintenant, parlons de Shanghai, parce que c'est là que la réalité physique est la plus visible. La Shanghai Futures Exchange et la Shanghai Gold Exchange sont les deux principales places de négoce physique de l'argent en Chine. La Chine est à la fois le plus grand producteur minier et le plus grand consommateur industriel d'argent au monde. Les stocks combinés de la SHE et de la SGE sont tombés à des niveaux parmi les plus faibles observés depuis une décennie. Le rythme de sortie quotidienne suggère, si ce rythme se maintient, des réserves épuisées en quelques semaines. Ce n'est pas une projection alarmiste, c'est une extrapolation directe des données officielles de la bourse de Shanghai. Mais le signal le plus puissant ne vient pas des inventaires, il vient du prix. Dans un marché qui fonctionne normalement, le prix à Shanghai et le prix à New York devraient converger. Des arbitragistes achèteraient là où c'est moins cher pour vendre là où c'est plus cher, jusqu'à ce que l'écart disparaisse. Quand cet écart persiste à 12 $ par once malgré les forces d'arbitrage, cela signifie une chose précise. Il n'y a pas assez de métal physique disponible pour permettre cet arbitrage. Les acheteurs physiques en Chine paient entre 10 et 15% de plus que le prix que votre courtier affiche. Ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Le métal n'est pas là au prix affiché, et cette divergence ne s'est pas résorbée malgré les corrections des dernières semaines sur les marchés papier. Deux prix différents, pour le même métal, sur la même planète. C'est le signe que quelque chose dans le mécanisme de découverte du prix est cassé, ou du moins soumis à des tensions que le système n'avait pas anticipées. Il y a un acteur dont les mouvements récents ont généré une attention considérable dans les cercles financiers professionnels. Son nom est Jane Street, firme de trading à haute fréquence dont le profil mérite attention. Ce qui compte, c'est ce que les déclarations réglementaires révèlent. Au quatrième trimestre 2025, Jane Street a déclaré à la Securities and Exchange Commission une position de 20,6 millions d'actions dans le fonds SLV. SLV est le plus grand ETF d'argent au monde, géré par BlackRock. 20,6 millions d'actions. Le trimestre précédent, cette même firme détenait environ 41 000 actions. En une déclaration trimestrielle, la position a été multipliée par 500. Cette position représente environ 1,3 milliard de dollars. Elle fait de Jane Street le plus grand détenteur déclaré de SLV, plus grand que BlackRock lui-même, qui a ajouté 0 nouvelle action pendant la même période. Morgan Stanley a réduit sa position de 3,7 millions d'actions. Voilà les faits bruts. Maintenant, la question que posent les professionnels des marchés, plus de 87% du portefeuille de Jane Street est constitué d'options. La firme est structurellement construite pour créer et profiter de la volatilité. Quand une firme, avec cette architecture, devient simultanément le principal détenteur déclaré d'un ETF adossé à de l'argent physique, la question est légitime. Dans quelle direction va le pari sur la volatilité ? Une accumulation multipliée par 500 en un trimestre peut représenter une position longue franche, ou l'autre côté d'un trade structuré, conçu pour bénéficier de la suppression de prix, tout en détenant la participation papier dominante. Le dépositaire du SLV est JP Morgan, la même banque qui a payé 920 millions de dollars en 2020 pour régler des accusations fédérales liées à 8 ans de manipulation sur les marchés des métaux précieux. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est un accord judiciaire documenté et public. Aucun régulateur américain n'a ouvert d'enquête formelle spécifiquement sur l'argent métal en lien avec Jane Street à ce jour. Mais dans les cercles de trading institutionnels, les observateurs notent des configurations de mouvements de prix qui ressemblent à des schémas précédemment signalés dans d'autres contextes. Jane Street fait face à des allégations dans plusieurs classes d'actifs. L'effondrement de l'écosystème Terra en 2022, dont le coût a été estimé à 40 milliards de dollars. Des conclusions de manipulation de la SEBI indienne sur 18 sessions d'options en 2025 et des accusations de pression systématique sur le cours du Bitcoin via les mécanismes des ETF spot. La firme nie tout. Ce que je dis, c'est ceci. Quand une firme dont plus de 87% du portefeuille est en option devient le plus grand détenteur déclaré d'un ETF d'argent physique, dans un environnement où les inventaires s'effondrent et où la prime de Shanghai persiste à 12 $ par once, les questions posées par les analystes sérieux méritent d'être examinées. Maintenant, revenons en arrière, très loin en arrière. Parce que comprendre ce qui se passe aujourd'hui nécessite de comprendre comment ce système a fonctionné depuis sa création. Le marché papier de l'argent n'a pas toujours existé sous cette forme. Il est le produit d'une architecture financière spécifique, construite à une époque précise, avec des objectifs précis. En 1971, Richard Nixon a rompu le lien entre le dollar américain et l'or, ce que l'on appelle la fin du système de Bretton Woods. À partir de ce moment, le dollar n'était plus garanti par un actif physique. Il était garanti par la confiance. La décennie suivante a donné une première réponse à ce que cela impliquait. Inflation à 2 chiffres, choc pétrolier, stagflation.
et une envolée des métaux précieux qui a vu l'argent atteindre 50 $ l'once en 1980. Les frères Hunt avaient compris quelque chose que beaucoup ignoraient encore. Quand la monnaie papier perd sa valeur, les actifs physiques prennent la leur. La réponse des autorités à l'époque a été de changer les règles du marché à terme en plein jeu. Des limites de position ont été imposées. La liquidation forcée a été déclenchée. L'argent a chuté. Ce schéma, changer les règles quand le métal commence à révéler la vérité sur la monnaie, n'est pas resté isolé à 1980. En 2011, lors de la dernière grande envolée de l'argent vers 50 $, les exigences de marge ont été relevées 5 fois en l'espace de 2 semaines. Le marché a plié et le métal a corrigé. Et il y a un autre contexte géopolitique que l'analyse de l'argent-métal ne peut pas ignorer, le détroit d'Ormuz. Ce passage maritime entre l'Iran et la péninsule arabique représente environ 20% de l'approvisionnement énergétique mondial. Si ce passage est perturbé, ce ne sont pas seulement les prix du pétrole qui bougent, ce sont les chaînes d'approvisionnement mondiales dans leur ensemble. Les tensions actuelles dans cette région ont conduit Goldman Sachs à formuler des projections autour de 100 $ le baril de Brent si les volumes restent perturbés pendant quelques semaines supplémentaires. Ce scénario n'est pas marginal, il est activement suivi par les grandes salles de marché. Les années 1970 nous ont montré quelque chose de précis. Dans les phases d'instabilité géopolitique combinées à des chocs énergétiques et à une inflation élevée, les actifs physiques surperforment systématiquement les actifs financiers, l'or, l'argent, les matières premières stratégiques. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une logique. Quand les gouvernements impriment pour financer leurs déficits, quand les chaînes d'approvisionnement se fracturent, quand la confiance dans les institutions s'érode, le capital cherche ce qui a une valeur intrinsèque. Ce qui ne peut pas être imprimé, ce qui ne peut pas être créé par décret. L'argent métal, avec ses propriétés industrielles uniques et son rôle historique de réserve de valeur, se retrouve au carrefour de ces deux logiques simultanément. La demande industrielle structurelle qui ne peut pas être reportée et la demande de protection patrimoniale qui cherche à préserver le pouvoir d'achat. En 2025, le prix de l'argent a progressé de plus de 135% depuis le début de l'année. Il a atteint des records historiques. Et pourtant, la prime de Shanghai persiste et les inventaires du COMEX continuent de baisser. Ce n'est pas la fin du mouvement, c'est le début de la compréhension de ce qu'il a engendré. Observons maintenant les données macroéconomiques. Parce que l'argent métal n'existe pas dans le vide. La dette totale des États-Unis dépasse aujourd'hui 36 000 milliards de dollars. Elle a augmenté d'1 trillion supplémentaire en l'espace de 100 jours. Les charges d'intérêts annuelles sur cette dette dépassent désormais 1 trillion de dollars. Plus que le budget de la défense américaine. Ce chiffre seul ne dit pas quand le système cède, mais il dit quelque chose de fondamental sur la trajectoire. Une trajectoire que les gouvernements successifs n'ont pas trouvé comment inverser. La Chine détient environ 770 milliards de dollars en bons du Trésor américain. Ce chiffre a baissé et la direction de Pékin a clairement signalé que la dépendance au dollar ne faisait plus partie de sa stratégie à long terme. Les pays membres des BRICS représentent aujourd'hui plus de 45% du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat. Ils commercent de plus en plus entre eux sans passer par le dollar. Voilà le contexte dans lequel l'argent métal évolue aujourd'hui. Un dollar dont le statut de réserve mondiale est pour la première fois sérieusement contesté. Une dette souveraine américaine qui croît à un rythme mécaniquement insoutenable. Des inventaires physiques d'argent à des niveaux historiquement bas. Une demande industrielle structurellement supérieure à l'offre minière et une prime à Shanghai qui dit en 12 $ ce que les grands discours macroéconomiques disent en des milliers de mots. Le métal physique est sous pression et le prix papier ne le reflète pas encore complètement. Ce décalage a une durée de vie limitée, pas parce que j'en fais la prédiction, mais parce que les marchés finissent toujours par aligner le prix avec la réalité physique. Cela peut prendre du temps, passer par des épisodes de volatilité extrême, mais les données de fond ne mentent pas. Ce que vous venez d'entendre, c'est le cadre. L'architecture qui rend les mouvements actuels compréhensibles. Ce que ce cadre ne peut pas faire, c'est vous dire ce qui va se passer la semaine prochaine. Personne ne peut le faire, honnêtement. Ce que je peux faire, c'est continuer à documenter les données au fur et à mesure qu'elles évoluent. Les inventaires du COMEX chaque semaine, les flux de livraison institutionnels, la prime de Shanghai, les mouvements des grandes mains dans les ETF et le contexte macro qui donne du sens à tout le reste. Si ce type d'analyse vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne. Pas parce que je veux gonfler des chiffres, mais parce que ce que nous faisons ici mérite une audience qui comprend réellement ce dont nous parlons. Chaque semaine, de nouveaux éléments s'ajoutent au tableau, et ce tableau mérite d'être suivi par des investisseurs qui savent lire les données derrière les titres. La question que vous devez vous poser est simple. Le prix que vous voyez sur votre écran, est-ce le prix du métal
Où est ce le prix d'une promesse de métal? Parce que depuis 2020, ces deux choses ont commencé à se séparer. Et en 2026, cet écart est visible à 12 $ par once entre New York et Shanghai. Ce n'est pas un problème de demain, c'est un problème d'aujourd'hui, qui se compte en 12 $ de différence par once, et qui se mesure en millions d'onces qui quittent chaque semaine les entrepôts du COMEX vers des mains qui ne les rendront pas. Jusqu'à la prochaine fois.